bienvenue à tous dans cet atelier qui est consacré ce matin à la santé maternelle et infantile avec des solutions de e-santé qui sont actuellement testées, développées, notamment dans les pays du Sud. Atelier aujourd'hui mené conjointement avec la Fondation Pierre Fabre, Fondation des laboratoires Pierre Fabre, qui vient de lancer un tout nouvel observatoire de la e-santé dans les pays du Sud. Et Béatrice Garrett, qui est la directrice de cette fondation, est à nos côtés. Béatrice Garrett, en quelques mots, le principe de cet observatoire, pourquoi cette initiative ? Oui, alors cette initiative vise à repérer, recenser, documenter toutes les initiatives dans les pays du Sud, donc à ressources limitées, qui ont pour vocation et qui ont prouvé un bénéfice à la santé des populations de ces pays. Voilà, initiatives qui ont prouvé véritablement un bénéfice à la santé. Le but est d'en faire vraiment une base de données, on va dire des meilleurs projets, en tout cas des projets qui ont consistance sur la e-santé dans les pays du Sud. Quand on dit pays du Sud, ça couvre où précisément ? Alors, actuellement, nous avons ciblé l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et l'Inde. Et cet observatoire, comment marche-t-il ? On le découvre tout de suite en vidéo. Les nouvelles technologies révolutionnent notre rapport à la santé et les pays du Sud l'ont bien compris. La e-santé permet à des populations d'avoir un meilleur accès aux soins, d'améliorer le suivi des malades, d'appuyer les programmes de formation, de dépistage ou d'éducation thérapeutique. Les idées bouillonnent, les projets se multiplient, mais beaucoup d'initiatives peinent à percer par manque de visibilité, d'accompagnement et de financement. La Fondation Pierre Fabre, reconnue d'utilité publique, souhaite aujourd'hui repérer ces projets pour favoriser leur développement. L'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud recense et qualifie en permanence les projets émergents dans tous les secteurs de santé. Chaque projet repéré est ainsi cartographié selon son secteur d'activité, son but, ses technologies, ses créateurs et surtout le bénéfice apporté aux populations concernées. Les initiatives les plus prometteuses font l'objet d'enquêtes sur place pour apporter un éclairage supplémentaire et donner la parole aux femmes et aux hommes de terrain. Tous les projets sont alors mis en avant et répertoriés sur le site de l'Observatoire, odes.io, ouvert en juin 2016. Il propose en accès libre une base de données actualisée, riche et interactive des innovations marquantes en e-santé dans les pays du Sud. Ce site doit permettre au projet de se faire connaître et de nouer des liens pour un meilleur accompagnement et un meilleur accès au financement. Les porteurs d'initiatives à fort potentiel sont invités dans les locaux de la Fondation Pierre Fabre à Lavore, près de Toulouse, le 4 juillet pour inaugurer cet observatoire et recevoir les prix de la Fondation. Cette première mondiale sera retransmise en direct sur Internet et marquera une nouvelle étape pour rapprocher et renforcer la communauté de la e-santé dans les pays du Sud. Soyons tous mobilisés et rendez-vous le 4 juillet prochain sur odes.io. Voilà, le 4 juillet, c'était il y a 3 jours, et donc les premières 9 initiatives qui ont été remarquées, identifiées, plus intéressantes à vos yeux par le jury de l'Observatoire ont été donc invitées dans les locaux de la Fondation Pierre Fabre. On fait partie des premiers lauréats de cette fondation, puisque en marge de cet observatoire, la Fondation a souhaité donner des prix également. Oui, tout à fait. Donc nous avons pour l'instant alimenter notre grande base avec 50 initiatives, donc des différentes zones qu'on a citées, l'Afrique, l'Asie. Et puis on en a sélectionné 9 qui nous semblaient particulièrement pertinentes, qui nous semblaient avoir une vraie vocation à se développer dans leur pays et ailleurs. Et nous les avons invités à Lavore. Donc, et parmi ces 9, eh bien, il y a effectivement voilà, Mosan, Jantoli et Gifted Mom qui sont là aujourd'hui. Voilà, 3 initiatives que l'on va donc détailler ce matin dans cet atelier qui sont liées sur toutes les problématiques maternelles et infantiles. 3 manières de voir, de développer les choses aussi dans des pays du Sud, qui ne sont pas tout à fait les manières de faire dans les pays du Nord. Et on va voir, j'espère, dans cet atelier, dans les échanges avec la salle, comment est-ce que l'on peut créer des ponts, puisque c'est quand même le but de cet observatoire, entre le Nord, le Sud, aider les uns, s'inspirer des autres, voir les bonnes pratiques qui peuvent correspondre ici ou là, qui peuvent être importées dans le Nord. Et on va commencer cet atelier avec une présentation d'un service qui est au service des personnes les plus vulnérables, comme les femmes enceintes, les nourrissons.
Ça concerne aussi, vous avez voulu cibler des personnes atteintes de VIH, avec la possibilité pour ces personnes de leur adresser des messages de prévoyance, d'alerte. C'est le docteur Yé Mauricier qui s'en charge, qui en est le directeur. Le projet s'appelle Mossan, et je vous laisse le présenter, docteur Yé. Ok, merci Lionel de me donner donc cette opportunité. Alors le Burkina Faso, à l'instar bien sûr des autres pays de la sous-région africaine, s'est lancé donc dans les solutions santé. Et dans le cadre du projet que je présente ce matin, dénommé Mossan ou Mobile Santé, c'est un projet en tout cas d'innovation majeure qui va dans le sens donc d'améliorer notamment donc la gouvernance et l'équité d'accès aux soins de certains groupes vulnérables. Et pour cela, nous avons donc ciblé les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, mais également les personnes vivant avec le VIH-Sida, où en tout cas le problème se pose avec acuité. Alors nous sommes partis sur un problème, j'allais dire, qui est très bien vécu, à savoir donc la mortalité maternelle est très élevée au Burkina Faso, aussi bien que la mortalité infantile, et cela est à l'image donc des autres pays de la sous-région africaine. Et lorsqu'on essaie de regarder tout près les statistiques, on se rend compte effectivement qu'au Burkina, il y a beaucoup de femmes qui meurent donc par défaut d'accès aux soins, comme vous voyez même les chiffres. Il y a beaucoup d'enfants également qui meurent par défaut d'accès aux soins. Mais également, pour ce qui est donc des personnes vivant avec le VIH-Sida, c'est notamment donc le taux de perte de vie qui est très élevé. C'est dire qu'habituellement, les patients qui sont donc dépistés, beaucoup n'arrivent pas donc à suivre le suivi tel que recommandé. Et malheureusement, on assiste à un taux de perte de vie qui est au-delà donc de 10%, ce qui met donc en difficulté donc les soins, mais également l'entourage immédiat, compte tenu donc de la forte contagiosité de cette maladie. Alors, nous avons pensé que dans le contexte donc, du Burkina, où nous avons un taux de pénétration qui est assez quand même élevé en ce qui concerne le téléphone mobile, au-delà de 70%. Cela pouvait être donc une opportunité à faire passer un certain nombre de messages à l'endroit de ces personnes. Alors nous avons donc choisi cette solution qui est facile à mettre en œuvre, à savoir donc utiliser des messages textes qui sont, je dirais, customisés pour ces cibles, pour envoyer donc des messages de rappel de rendez-vous de consultation. Parce que vous savez que dans le cas de la femme enceinte, il y a 3 rendez-vous qui sont donc préconisés avec donc des échéances bien définies. C'est aussi valable chez la personne qui vient le VIH pour le suivi biologique. Alors très souvent, donc, les patients n'arrivent pas à accéder par défaut d'information. Alors donc, nous avons donc mis en place ce système qui est une plateforme interactive vocale, mais également donc associée à un autre système qui permet donc de façon donc régulière d'envoyer des messages de rappel à ces personnes pour pouvoir donc venir au centre de santé et recevoir la consultation, mais également pour ce qui est des personnes vivant de VIH-Sida, pouvoir donc venir au rendez-vous, mais également prendre les antirétroviraux, en tout cas seront donc les périodes très bien définies. Alors la plateforme est simple, comme vous le voyez, il y a 2 éléments clés. Vous avez les bénéficiaires, qui sont donc les femmes enceintes, les PIVH, mais également d'autres personnes de la communauté, avec lesquels nous avons donc mis en place le système de téléphone mobile. Vous avez donc le téléphone mobile communautaire. Et de l'autre côté également, vous avez ce qu'on appelle les centres de santé, qui sont en fait le point d'accès donc aux soins. Donc au niveau des centres de santé, nous avons également mis en place des ordinateurs portables où le patient est créé avec un identifiant unique, avec ses coordonnées, son numéro de téléphone, mais également avec la programmation des rendez-vous dans le temps. Alors, à travers un système synchronisé, ça marche avec donc, une connexion 3G, ça permet de synchroniser, de mettre la base à jour et de pouvoir faire les rappels en temps opportun. Donc, ce qui est un atout pour donc, permettre d'améliorer la couverture prénatale, mais également l'accès aux soins des personnes vivant le VIH-Sida. Alors, il y a bien sûr des défis en la matière. Hein. Comme vous le voyez, c'est une technologie assez, je dirais, simple. Mais l'avantage, c'est que nous avons développé avec un logiciel libre pour le déploiement à l'échelle nationale. Cela va certainement coûter moins lorsqu'on va passer donc, à l'échelle. Alors, ce qui est également important de dire, puisque nous sommes dans un milieu défavorisé, où 95% de la population
en tout cas, ne savent pas lire ni écrire. Donc, nous avons traduit les messages en langue locale. Donc, il y a 5 langues parlées couramment donc, dans la localité qui sont donc préenregistrées. Et en fonction, bien sûr, du rendez-vous, le message donc, est envoyé automatiquement et la patiente reçoit le message dans sa langue, en tout cas locale parlée. Puisqu'en créant le patient, on met la langue, en tout cas, qui peut être donc parlée. Et cela est un avantage pour résoudre les questions d'équité, mais également prendre en compte tout ce qui est barrière linguistique qui peut être des freins d'accès donc aux soins. Alors, il y a bien sûr le téléphone, le modèle du téléphone que nous avons mis en place, c'est un téléphone assez simple, moins cher, qui peut être donc utilisé par les personnes qui ne savent pas lire. Nous avons également des touches de raccourci qui permettent en tout cas d'accéder aux messages de sensibilisation et un contenu de sensibilisation qui peut donc être écouté à la demande dans la langue de la personne, ce qui est un atout. Il y a également un système d'alerte qui peut joindre l'ambulance des urgences et en tout cas pouvoir agir en cas de besoin d'une femme enceinte à évacuer. Donc ça, c'est également un atout qui est offert donc par ces technologies. Alors, naturellement, dans ces genres de choses, hein, ça, c'est les acteurs, hein, c'est la formation qui est la base. Voilà, il faut former pour utiliser le téléphone parce que nous sommes dans un milieu où 90% ne savent pas parler. Alors, vous avez bien sûr les défis. Les défis majeurs ici, c'est nous sommes dans un contexte rural où l'accès à l'énergie cause problème, où la manipulation des téléphones au niveau communautaire cause problème. Alors, nous avons eu des soucis, notamment donc, les questions d'endommagement des téléphones qui ont été bien sûr remplacés, mais également le problème d'accès à l'énergie pour pouvoir faire fonctionner les téléphones. Alors, nous avons suppléé cela avec des systèmes de recharge solaire adaptés en milieu rural. Mais également pour les centres de santé, nous avons mis des panneaux solaires pour assurer une certaine autonomie pour faire fonctionner l'ordinateur, parce que la base, c'est l'accès, la création du client, mais également la capacité de synchroniser avec le serveur central qui est basé donc au niveau du quartier général du projet. Alors, voici un peu ce que donc, je voulais résumer rapidement par rapport donc, au projet Mosan. Peut-être que les discussions vont permettre de comprendre davantage. Jusque quelques précisions complémentaires. Vous avez donc un système qui, par algorithme, permet d'adresser le bon SMS à la bonne personne. Et aujourd'hui, vous avez une base conséquente de SMS que vous pouvez adresser. Oui, nous avons pour cela justement développé une soixantaine de messages par SIM. C'est-à-dire que lorsque vous prenez la femme enceinte, on sait qu'il y a des messages clés qui doivent être adressés, notamment le calendrier, par exemple, de consultation, ou notamment quels sont les signes de danger de la grossesse. Il y a, en tout cas, pas non plus de messages en tout cas, très variés qui ont été donc pré-enregistrés en langue locale. Et naturellement, avec donc, la programmation, cela permet donc de prendre le message approprié en temps opportun. Puisque c'est automatisé, ça veut dire que lorsqu'il y a, par exemple, pour les rappels de rendez-vous, on sait que c'est généralement à partir de J-7 que les alertes commencent à dire que jusqu'à J0, les rappels jusqu'à ce que la patiente puisse être donc validée comme ayant fait sa consultation. Voilà, c'est aussi la même chose pour les personnes vivant le VIH-Sida, où c'est des messages en tout cas programmés, mais également donc accessibles dans les différentes langues locales parlées. Donc ça, c'est un atout. Le déclenchement des messages peut être allié à une visite au domicile de la personne, si besoin? Oui, le déclenchement, en fait, ce qui est important ici, c'est qu'il faut bien sûr que la personne aille dans un centre de santé, mais également que l'agent de santé puisse donc programmer la prochaine date de visite. Donc l'algorithme fait de sorte qu'à partir de J-7 de la visite, les messages d'alerte commencent à partir. Donc il faut d'abord justement aller dans un centre de santé pour être programmé. Et à part de cela, on peut programmer jusqu'à 3 visites, sinon 4 visites, en fonction, en tout cas de la période, les visites peuvent être déclenchées jusqu'à ce que justement on puisse venir dans le centre de santé, qu'on puisse valider pour dire que la consultation a été faite. Ça, c'est ce qui est fait. Aujourd'hui, vous avez quel retour un petit peu de ce projet Mosan sur, je ne sais pas, un meilleur suivi des visites, des retours qui sont quantifiés, qui sont vérifiés? Alors, à ce jour, je peux dire qu'il y a un enthousiasme manifeste de la part des bénéficiaires, dont notamment les femmes enceintes et les PVIH. Actuellement, il y a plus de 700 femmes enceintes suivies, autour de 971 patients VIH suivis dans la file active.
Alors, en tout cas, c'est, je dirais, un motif de satisfaction pour la plupart des patients qui, en tout cas, étaient surpris par le fait que la technologie pouvait donc aider à être en tout cas plus assidus aux soins, mais également à recevoir des informations qui puissent les permettre donc de prendre en charge eux-mêmes leurs soins. Alors, également de la part des autorités du ministère de la Santé, c'est une satisfaction générale parce que c'est, je dirais, une des premières au Burkina Faso. C'est vrai, il y a d'autres initiatives, mais le fait d'allier le message vocal à cette technologie est une des applications quand même qui n'est pas très souvent donc, utilisée. Donc ça, c'est quand même un motif de satisfaction. Aujourd'hui, on est là dans un atelier, hein, le but de créer des ponts, de créer des échanges entre industriels, laboratoires, opérateurs télécoms ou autres. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui vous manquent, des choses que vous désirez développer ou des volontés d'exporter, pourquoi pas, cette solution ailleurs? Alors, le défi majeur ici, effectivement, c'est faire en sorte qu'on puisse d'abord couvrir la zone d'intervention, parce qu'actuellement, nous ne couvrons pas toute la zone d'intervention. Donc ça, c'est un aspect. Et le deuxième aspect, c'est de voir comment cette solution peut bénéficier donc, au niveau national, voire au niveau régional et international. Donc c'est travailler dans un partenariat pour que la solution puisse être fonctionnelle à 100%. Parce que comme je l'ai dit, la base de tout ça, c'est pouvoir synchroniser les données. Parce que là, c'est un réseau de centres de santé interconnectés. Alors pour cela, il faut une bonne connexion. Ce qui, je dirais, n'est pas souvent le cas, parce que lorsque vous dépassez un certain rayon, alors, en tout cas, les signaux commencent à être faibles. Ça fait que la synchronisation n'a pas marché à 100%, parce qu'il faut une bonne connexion 3G qui, malheureusement, n'existe pas. Alors, nous avons une solution intermédiaire, prendre les données pour la mise à jour des services centrales, mais ce n'est pas ce qui avait été prévu initialement. Donc, c'est comment, avec l'appui bien sûr des opérateurs de télécommunications, on peut mettre en place un système local ou satellitaire à moins de coût pour que cette connexion puisse être réellement efficace. Et je pense qu'après cela, ensemble, on peut voir est-ce que le passage à l'échelle peut être possible pour que bien sûr les autres puissent bénéficier. Un autre aspect, c'est comment prendre en charge en tout cas les autres domaines de la santé, parce que là nous sommes dans le domaine de la santé maternelle, infantile, des PVH, mais les besoins vont au-delà de ça. Il y a les maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle. Donc c'est travailler dans une perspective d'intégration des autres pathologies qui sont des points de santé également pour toute la population. Merci de cette présentation, Dr Yves. Vous pourrez poser toutes vos questions. Je vous propose, puisqu'on est en atelier, d'écouter d'abord les trois présentations et ensuite on pourra discuter avec vous. Et c'est intéressant de voir cette utilisation très massive qui se fait du SMS dans les pays du Sud, alors qu'on l'utilise beaucoup moins, en tout cas en termes de prévention, de santé publique ou de suivi de santé des patients dans les pays du Nord. Autre très très beau projet aussi, lui lauréat de la Fondation Pierre Fabre, il s'appelle Gentoli et c'est Anne Roosevelt qui est sa directrice. Gentoli, ça veut dire quoi précisément et c'est en quelle langue? Bonjour, Gentoli, ça veut dire veiller attentivement et c'est un très joli mot bambara, la langue principale du Mali, qu'on a choisi parce qu'il décrit bien notre ambition qui est de vraiment aider les mères à veiller au mieux sur la santé de leurs enfants. Je vais peut-être vous proposer d'échanger vos sièges pour que vous puissiez dérouler votre présentation et nous expliquer ce qu'est ce projet Gentoli qui a déjà une longue histoire et qui a déjà beaucoup de retours qualifiés sur son application. Aujourd'hui encore en Afrique de l'Ouest, un enfant sur 6 n'atteint pas ses 5 ans. Offrir un avenir meilleur à nos enfants. La vie de nombreux enfants est en danger à cause de maladies pourtant simples à soigner comme la diarrhée ou le paludisme. Ceci est souvent dû à un faible recours aux soins et une méconnaissance des signes de danger de la part des familles. Je m'appelle Madina Larissa Ouedraogo et c'est pour lutter contre la mortalité infantile dans mon pays que j'ai rejoint Gentoli. Créée au Mali puis au Burkina Faso, l'association facilite l'accès des populations au système de soins existant grâce à une solution innovante et participative qui donne aux mères les moyens de veiller elles-mêmes sur la santé de leurs enfants. Un suivi préventif de proximité est mis en place pour les familles abonnées.
J'ai abonné mon enfant à Giantoli il y a 5-6 mois parce que je sais que sa santé est essentielle. Je remercie Dieu pour cette aide. Je vois les fruits du travail de Giantoli et c'est pour ça que je continue régulièrement d'emmener mon enfant au pesée. Parce que c'est bien, si ton enfant, tu pèses l'enfant pour voir le poids de l'enfant. Si ça ne va pas, tu pars à l'hôpital. Là-bas aussi, il y a de l'aide là-bas, au niveau des médicaments. Les agents de suivi Giantoli effectuent régulièrement des visites à domicile pour collecter les données sanitaires de l'enfant, comme le poids et la taille. Ok, descends. Ils rendent ces données sur leur téléphone portable et les transmettent via une plateforme digitale à un centre de santé qui pourra les analyser en temps réel et convoquer la mère et l'enfant si un risque de maladie est détecté. On l'utilise, on enregistre aussi les enfants qui sont venus en consultation dans l'ordinateur. Il faut vraiment rentrer dans l'outil pour voir vraiment les enfants qui sont dont les courbes sont en baisse pour pouvoir les rappeler et les prendre en charge. L'accès aux soins est facilité et les mamans Giantoli bénéficient d'une réduction de 80% sur les frais médicaux dans les centres de santé partenaires. L'association a pour objectif de sensibiliser les mères pour une meilleure prévention des maladies évitables via des séances d'information et de discussion sur la santé et la prévention. Les femmes qui viennent, elles reçoivent vraiment l'information qu'il faut. Elles sont bien sensibilisées. Les causeries sur la prévention, l'éducation et la santé sont une bonne chose, car elles nous ont permis de prévenir la maladie. Ce que je ne savais pas là, maintenant je suis. Surtout la prévention du paludisme. Bon, il faut continuer la sensibilisation. Il faut que les gens comprennent que c'est une association qui est là pour les aider. Au Mali et au Burkina Faso, plus de 5000 enfants ont été suivis par Giantoli et plus de 3000 mères ont été formées sur la notion de santé. Parce que chaque vie compte, Giantoli veille sur la santé de mon enfant. Giantoli, ce serait préférable. Giantoli, Burkina Faso, Mali, Togo, Guinée, Bénin, Africa. Voilà, donc ce beau projet qu'est Giantoli, donc on a des agents, on utilise des balances, on prend leur poids, on envoie leur poids. Alors ça me fait sourire parce que dans cette université de la e-santé, on s'est souvent posé la question de savoir si la balance connectée, de prendre son poids, c'est du gadget, pas du gadget, s'il faut envoyer ses données, protéger ses données. Vous, au Mali ou Burkina Faso, vous n'êtes pas posé tellement ces questions, Anne Roseveil. Ben, en fait, au Mali et au Burkina Faso, pouvoir faire peser son enfant, c'est quelque chose de pas simple du tout à domicile. Il y a très peu de familles qui ont des balances à la maison. Et le fait que nos agents itinérants se présentent avec un pèse-bébé au domicile des familles, ça leur permet d'avoir accès à une information sur la santé de leurs enfants auxquelles elles n'ont pas accès, sauf à se rendre au centre de santé pour la peser. Et on sait très bien que les familles le font peu, parce que déjà qu'elles recourent très peu aux soins quand l'enfant est malade, il est encore plus difficile pour elles de recourir aux soins sur un suivi préventif de l'enfant. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi, puisqu'elles ne venaient pas spontanément vers les centres de santé, d'accompagner la stratégie des centres de santé en allant directement vers elles. Donc vous arrivez avec votre balance, effectivement le poids est toujours un indicateur s'il y a une forte variation d'un problème chez un enfant qui peut apparaître. Les données qui sont collectées sont remontées à qui, où ça, et sont analysées de quelle manière ? Alors en fait, il y a différentes étapes dans l'analyse. Donc nos agents itinérants se déplacent effectivement au domicile des familles abonnées pour donc
effectuer un examen simple de la santé de l'enfant, mais également accompagner la mère dans l'adoption de bonnes pratiques en matière de santé. Et en fait, tout ce suivi sanitaire est facilité par une application sur téléphone mobile qui est en fait un carnet de santé électronique. Et donc, concrètement, cette application permet à chaque enfant d'être enregistré avec un identifiant unique, à sa maman également d'être enregistrée avec un identifiant unique. Et à chaque visite, l'agent va dérouler tout un tas de questions pour évaluer l'état de santé de l'enfant et collecter ces informations de santé de routine, mais également, en fonction des réponses de la maman, lui donner des conseils personnalisés. Est-ce qu'il y a un algorithme qui analyse de manière automatique les différences de poids qui pourraient être susceptibles de révéler une maladie? Tout à fait. Donc l'agent, au niveau de son application, elle a déjà des algorithmes qui lui permettent d'identifier, enfin l'aident à identifier les risques. En gros, mettent en avant les risques déjà sur la base du déclaratif de la maman. Et donc, typiquement, sur la malnutrition, elle va être informée si l'enfant a un périmètre brachial qui n'est pas normal, si l'enfant a connu une chute de poids depuis la dernière pesée, etc., etc. Elle sera informée en présentiel par quelqu'un qui va lui dire, ou elle peut l'être également par SMS ou par une autre source? Donc, c'est lorsque l'agent remplit les informations que l'alerte se présente et que, du coup, l'agent peut informer la maman. Par ailleurs, le carnet de santé électronique permet également de faire le suivi des vaccinations. Donc l'agent a la possibilité, lors de la visite à domicile également, d'indiquer à la mère si un rappel de vaccination est manquant, avec donc un système de carnet, de calendrier des vaccinations qui est intégré également dans le carnet de santé électronique. Donc déjà, au moment de la collecte, il y a des algorithmes qui sont mis en place pour permettre de faciliter le travail de dépistage de l'agent et d'éducation à la santé de l'agent. Ces informations sont enregistrées donc en mode déconnecté toute la journée dans le téléphone portable de l'agent. Et dès que le signal est présent, ça synchronise avec le réseau 3G également et ça permet au centre de santé partenaire de récupérer cette information. Là aussi, hein, synchronisation en 3G, synchronisation par téléphone mobile et non par Internet, non par du filaire. Tout à fait. Toujours pour les mêmes raisons, je pense, que celles qui ont été exposées par Mossan, à savoir que en fait, la couverture mobile est bien meilleure que la couverture en Internet et que du coup, l'Internet par mobile est souvent le plus efficace et permet d'avoir la plus grande portée en réalité. Quelle évaluation, je ne sais pas si vous en avez fait précisément, quelle évaluation, j'ai envie de dire, clinique, médicale de ce dispositif? Combien d'enfants ont été vus? Alors, je ne sais pas si on peut quantifier des maladies évitées ou bien des hospitalisations qui, au contraire, ont pu être réalisées. Alors, en fait, on a fait une évaluation externe suite à la première phase, suite à la phase pilote du projet qui avait été menée par l'Université de Laval au Québec et qui avait permis de comparer donc le groupe des abonnés de Jantoli à d'autres enfants de la zone. Ce que cette évaluation a permis de montrer, c'est plusieurs choses. D'abord, le fait que le système permet d'améliorer nettement le recours aux soins des familles, puisque les abonnés recourent aux soins 3 fois plus que les autres enfants de la zone. Par ailleurs, ils ont un comportement de recours aux soins qui est plus adapté au sens où ils recourent au niveau primaire de soins et donc plus tôt. Pas en urgence, voilà, moins en urgence. Les autres familles recourent à des niveaux supérieurs, donc secondaires ou tertiaires, hospitaliers, parce que par négligence ou par manque d'information, ils ont laissé s'aggraver la maladie. Donc ça, c'est les deux éléments importants qui étaient apparus lors de cette évaluation. Par ailleurs, toutes les évaluations plus internes qu'on a menées depuis montrent également, parce que vous l'avez compris dans la vidéo, le système est adossé à un système de mutuelle de santé, que 92% des familles voient leurs dépenses de santé réduites à travers ce système de mutualisation des dépenses de santé, alors que la barrière financière est une barrière majeure à l'accès aux soins. Donc on pense que c'est une donnée d'impact qui est aussi très importante. C'est très intéressant ce que vous dites dans votre explication. On est parti d'une volonté évidemment de protéger les enfants, de mieux les soigner, d'une solution qui est d'abord technique, puis qui devient, ou en même temps en parallèle, qui est une application culturelle, adaptée à une certaine culture, à la nécessité d'avoir quelqu'un en présentiel, et qui devient une solution qui influe globalement sur le système de santé, puisque chaque famille ou chaque maman cotise pour une somme qui est soutenable, on va dire, en fonction des moyens financiers, mais dans un principe mutualiste, la totalité des sommes facilite un meilleur accès aux soins.
Tout à fait. Et donc du coup, juste pour donner quelques chiffres, puisque vous me les avez demandés, ils apparaissaient en fin de vidéo, mais ils n'étaient pas tout à fait actualisés. Donc depuis le début du projet, c'est-à-dire depuis 2010, on a suivi plus de 6000 enfants. Ce qui représente à peu près 16 000 consultations dans les centres de santé partenaires qui ont pu être réalisées grâce à l'action de Giantoli, et donc autant de fois où la vie d'un enfant a pu être préservée. Notre évaluation, elle est aussi très qualitative parce qu'on sait que en fait, les mamans dont vous avez vu certaines dans la vidéo qui témoignaient, les mamans qui adhèrent au service, elles nous disent surtout que ça fait un peu changer pour elles la manière de voir l'importance du suivi santé de leur enfant, et que déjà le fait qu'il y ait ce contact par un agent personnalisé qui se déplace à leur famille, c'est donner de la valeur à la santé de leur enfant, et ça leur permet à elles aussi de changer de comportement vis-à-vis de ça, et en tout cas de s'engager beaucoup plus activement autour de la santé de ces enfants. Ouais, bel impact, et on voit comment à chaque fois, chaque solution technique de télésanté qui est développée dans la totalité de vos projets que l'on a vu, en tout cas à travers l'Observatoire, est toujours associée à une phase, on va dire, d'éducation thérapeutique, d'éducation sanitaire, de prise de conscience aussi sanitaire, ce qui n'est pas toujours le cas dans nos pays du Nord. On aime bien la technologie, mais pas forcément l'éducation qui va derrière. Pardon, juste pour rebondir là-dessus, je voulais juste dire que ça me rappelle une anecdote au tout début quand on a lancé Giantoli. J'étais allée rencontrer à la mairie de Saint-Ouen une conseillère municipale malienne pour essayer de plaider ma cause, pour essayer de trouver des financements pour le projet. Et elle m'avait répondu, et ça m'avait pas mal étonnée à l'époque, elle m'avait répondu non, je ne vais pas vous donner de l'argent pour faire ça au Mali, mais par contre j'aimerais bien que vous veniez faire ça ici en France auprès des populations migrantes, notamment maliennes, mais pas que maliennes, qui sont ici dans notre ville. Et donc, effectivement, je pense que les ponts ne sont pas aussi impossibles qu'on l'imagine. Et il n'y a pas que des populations migrantes qui peuvent être aujourd'hui intéressées. On a aussi des populations qui, malheureusement, même à côté de chez nous, sont loin parfois des systèmes de santé. C'était la zone Mali-Burkina Faso pour passer au Cameroun avec Alain Ntef, qui est autre lauréat de cette fondation Pierre Fabre. Cameroun, un pays où 7000 femmes, si j'ai bien lu les chiffres, 7000 femmes meurent chaque année de complications de grossesse, et vous avez mis au point une plateforme d'information et de suivi pour les femmes enceintes et les nouveau-nés. Alors, je vous propose de prendre la place d'Anne Roseveil, et on va le découvrir avec vous, avec votre présentation, ce système qui s'appelle Gifted Mom, toutes les mamans douées. Merci Lionel. Gifted Mom, c'est maman douée. Les jours-ci, on m'appelle papa doué. Voilà, on va le voir. Je ne suis pas marié et pas d'enfant. Voilà, alors on découvre la vidéo avec vous. Mon nom c'est DJ Esther. J'utilise Gifted Mom depuis pratiquement 1 an. Moi j'ai trouvé ça mieux parce que depuis que j'ai commencé, depuis la grossesse jusqu'à la naissance de l'enfant, aujourd'hui l'enfant a 6 mois, je n'ai aucun problème puisque j'ai mis l'application en pratique. À 8 mois et demi de grossesse, j'ai eu un peu d'écoulement pendant 2 jours. Bon, puisque j'avais eu dans le message, il y aura des moments que vous aurez l'écoulement, mais n'ayez pas peur, si c'est abondant, plus de 3 jours, il faudrait aller voir un médecin. Donc le deuxième jour, quand je réfléchissais déjà comment je pouvais aller voir mon médecin, cela s'est arrêté. Voilà le principe de Gifted Mom, où on suit, où on informe en fait les femmes enceintes et les nouveau-nés. Lorsque je voyais les SMS qui passaient, effectivement, vous pouvez donner de la purée, écraser une pomme de terre ou quelque chose sur votre enfant. Je veux dire, ce sont des conseils tout simples que vous rappelez aux femmes enceintes sur leur grossesse et puis sur leur nourrisson.
Oui, c'est exactement ça, les conseils et aussi les rappels pour les sessions prénatales et aussi pour les sessions de vaccination de bébés. Mais aussi, nous avons un numéro vert à 4 chiffres où les mamans peuvent poser les questions à un médecin. Et on a constaté qu'en temps réel, on peut détecter les cas de grossesse en complications, les bébés avec les complications, et on réfère ces mamans à l'hôpital ou à un médecin. Alors comment ça marche très concrètement? Les femmes enceintes, elles s'inscrivent à un système, elles rencontrent quelqu'un, elles s'inscrivent directement sur le portable. Expliquez-nous un petit peu le principe. Ok, d'accord. Souscription, il y a 2 manières. Nous travaillons avec 34 centres de santé au Cameroun ou avec les kiosques de souscription où les mamans peuvent souscrire. Là, on collecte la date de dernière règle, les numéros de téléphone, la langue et tout ça. Le deuxième mode de souscription, parce qu'on n'est pas dans tout Cameroun, c'est à travers un numéro vert gratuit où les mamans peuvent envoyer MOM. Dès qu'ils envoient ça vient à notre plateforme, on a les agents qui l'appellent pour prendre les informations. Dès qu'on prend tout ça, la mère est automatiquement suivie par les SMS et par les messages vocaux. Donc aujourd'hui, on travaille avec plus de 10 000, il y a 2 ans qu'on a commencé, on travaille avec plus de 10 000 femmes enceintes et les mères, pas seulement dans ces 34 centres de santé et aussi dans tout Cameroun. Et on a constaté que ce n'est pas seulement les mamans dans les zones reculées qui ont souscrit pour les services, et aussi les mamans dans les zones urbaines qui ont souscrit pour ces services. Donc le pourcentage, c'est 60% rural, 40% urbain. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça marche aussi bien en zone rurale, reculée, comme vous dites, ou en zone urbaine. Quels sont les types des femmes qui viennent recourir à votre service? Est-ce qu'on est plutôt sur des jeunes mamans un peu geeks qui sont sur leur téléphone et qui peuvent envoyer des SMS, plutôt que des mamans plus âgées? Merci. C'est tout genre de mamans parce qu'on a constaté que ce problème de mortalité maternelle et infantile, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'informations sur les services médicaux disponibles pour les mamans et pour les femmes enceintes. Il n'y a pas Laurence Pernou au Cameroun, c'est incroyable ça. Pardon? Vous ne pouvez pas connaître, mais ici tout le monde va connaître Laurence Pernou. On va vous envoyer des piles de Laurence Pernou, vous allez voir, c'est la Bible de la femme enceinte et de la femme qui élève son enfant. Bon, chez nous, on a constaté qu'avec les jeunes mamans, ils ne sont pas assez éduqués parce que c'est leur première grossesse, donc il faut cet accompagnement. Avec les mamans qui sont un peu âgées, c'est qu'à un moment donné, elle a accouché 1, 2, 3 fois et quoi qu'elle est un professionnel. Suivant, pendant la 3e, 4e grossesse, elle ne fait pas les sessions prénatales et c'est dangereux. Il y a les complications qui ne sont pas détectées. Et donc, notre objectif, c'est pour toucher toutes les gens des mamans. Ça, c'est vraiment intéressant, hein. 2 problématiques. Les jeunes femmes qui tombent enceintes pour la première fois, qui n'ont pas accès, en tout cas, à de l'information sur ce qu'est leur grossesse et la manière dont elles devront être suivies. Et puis, à l'inverse, des femmes qui ont déjà eu 2, 3, 4 enfants et qui pensent qu'elles savent tout et qu'elles savent tout faire, alors que, avec l'âge, forcément, il y a un peu plus de risques qui se passent derrière. Au niveau de la technique, je veux dire, les messages, il n'y a rien de neuf, il n'y a rien de révolutionnaire dans les messages qui vont arriver. En revanche, c'est la manière dont les messages arrivent par le SMS, par le téléphone portable qui est importante. Oui, aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, les mamans considèrent Gifted Mom comme le paracétamol. Et c'est parce qu'on a mis l'accent sur la suivi. Nous avons aussi les médecins qui sont disponibles à plein temps pour les femmes enceintes. Et c'est cette qui-là, c'est cette partie suivi qui est vraiment importante. Si on ne fait pas ça, si on ne met pas accent sur ça, ça va être cher pour nous. En Afrique, autant qu'on insiste sur la santé préventive, parce qu'on n'a pas assez de structures pour accompagner les complications et on n'a pas assez de médecins pour donner une attention à les femmes, dont la partie préventive, c'est vraiment important. Aujourd'hui, vous avez quel retour chiffré? Est-ce que les femmes que vous sensibilisez ou qui sont inscrites à ce service par SMS vont plus facilement à l'hôpital? Elles y vont plus tôt d'ailleurs pour éviter un maximum de complications? Quel retour précis, quantitatif?
Oui, nous sommes une jeune entreprise, on travaille dans 34 centres de santé. On n'a pas fait d'abord une étude au niveau national, mais on a fait une étude dans quelques centres de santé où c'était avec le BBC, c'était en février, où on a constaté que dans certains hôpitaux qu'on travaillait dans le centre du Cameroun, où il y a le capital, on avait augmenté les taux des femmes qui viennent pour les sessions de vaccination pour les bébés, les femmes qui viennent pour les sessions prénatales et les sessions de vaccination par environ 68%. Donc, c'est les chiffres qui nous ont intéressé le ministère de la Santé. Et les prochaines étapes, c'est comment on peut faire, comment on peut installer ça dans tous les plus de 200 centres de santé clés au Cameroun pour que les mamans peuvent faire les sessions de consultation. Parce que si on voit de l'autre côté, le côté MinSanté, le ministère de la Santé, ça coûte cher pour eux pour organiser les campagnes de perdu de vue. Donc, si on fait les notifications en temps réel pour notifier les mamans, pour faire les vaccinations, c'est un plus pour eux et ça sauve un peu les financements. Et ça, c'est intéressant aussi comme remarque. C'est-à-dire que quand c'est un ministère qui monte sa campagne de vaccination, ça coûte cher, c'est souvent plus compliqué. On peut avoir aussi des problèmes de crédibilité derrière l'information, alors que quand ça arrive directement par une association, par SMS sur un téléphone, le message n'a pas tout à fait le même ressenti ou la même valeur. Ça, c'est vraiment très intéressant. Toute dernière question, vous adressez à ces femmes, bien évidemment, des conseils en termes de suivi je veux dire, médical, de suivi de grossesse, mais vous leur adressez aussi des conseils sur les remboursements, les prises en charge, le coût ou la gratuité de tels soins, de telles vaccinations. Oui, exact. C'est ça l'objectif de ce projet. Tous les jours, il y a les ressources médicales qu'ils ont mis à disposition des femmes enceintes. C'est notre tâche de mettre ça dans notre contenu pour sensibiliser les femmes. Et c'est notre but. Tous les jours, on est là pour dire, même on a intégré un autre service, pharmacie en garde, parce qu'on a constaté qu'au Cameroun, par exemple, après 17 heures, il n'y a pas de pharmacie ouverte. Il y a quelques pharmacies, on dit pharmacie en garde. C'est notre tâche de sensibiliser les femmes enceintes qu'aujourd'hui, après 17 heures jusqu'au matin, c'est cette pharmacie qui est ouverte. Si vous avez besoin d'un médicament, vous pouvez aller. Donc il y a plein de services qu'on est en train d'intégrer. Il y a les services pour la nutrition des bébés et tout ça. Nous, notre valeur ajoutée, c'est le contenu des messages qu'on envoie aux femmes enceintes. Et c'est gratuit de leur côté. Donc. Plein de choses qu'on pourrait appliquer aussi ici dans le Nord sur la manière dont on envoie les messages, la forme qu'on utilise pour les envoyer, le fond que l'on envoie. Et puis, pharmacie de garde, comment aussi trouver sa pharmacie de garde, c'est pas une évidence. Si on a un service SMS, c'est peut-être plus facile.